Tout ce qu'on t'a appris sur le trading jusqu'aujourd'hui est faux. Tous les concepts qui sont poussés en ligne sont là pour te faire trader fréquemment, ce qui inévitablement enrichit les brokers et les pseudo-influenceurs. Tout le système du trading retail est une grande illusion et je t'ai exposé tout ça avec des preuves dans l'épisode 1. Donc clique juste ici avant de commencer cette vidéo si tu ne l'as pas encore vue. Maintenant dans cette vidéo, on passe aux choses sérieuses. Tu vas enfin comprendre ce qu'utilisent vraiment les traders professionnels, ceux qui font réellement de l'argent sur les marchés, ainsi que les traders institutionnels. Et surtout, comment toi aussi, tu peux appliquer une approche de trading professionnel pour te démarquer des 90% de traders particuliers perdants. Honnêtement, cette vidéo est probablement la vidéo la plus importante de ta carrière de trader et j'espère qu'elle marquera un tournant dans ta vie. Donc coupe toutes les distractions autour de toi et reste concentré du début à la fin. Tu me remercieras. Allez, sur ce, on rentre dans le vif du sujet. Alors, pour commencer, j'aimerais que tu imagines le setup d'un trader retail et le setup d'un trader institutionnel. On sait que de manière générale, les traders institutionnels qui travaillent en fonds d'investissement, en hedge fund, etc. sont des traders rentables, évidemment, sinon ils n'auraient pas d'emploi. Et les traders retail, par contre, on sait que la majorité perdent de l'argent. Donc comme je te dis, je veux que tu imagines ces deux setups. Mais donc si je te l'illustre, généralement un trader retail de Internet, ça ressemble à quelque chose comme ça. Voilà ce sur quoi il travaille. Donc comme tu peux voir, elle qui nous explique les BOS, les FVG, etc. remplis d'analyses techniques. Lui qui nous explique que de par ce triangle, il peut deviner la direction du marché prochainement. Lui qui tourne encore sur TradingView avec la version gratuite, on voit la pub en bas à gauche. Pareil pour lui, hein, qui on peut voir encore les volumes, ce que tu vois en dessous, donc juste ici, là, les volumes et les volumes, donc c'est le truc de base. Le mec est même pas foutu de changer les indicateurs de base et notamment cet indicateur, c'est un indicateur de volume. Volume qui, si tu trades le marché FX, qui est un marché décentralisé, regardez, le volume sur TradingView n'a littéralement aucun sens. Enfin bref, ça, c'est ce à quoi ressemble un trader retail classique d'Internet. Maintenant, à quoi ressemble le setup d'un trader institutionnel? Ça ressemble à ça. Ok, ça ressemble à ça. Tu peux voir qu'il n'y a absolument aucun rapport entre les deux. Donc quand on voit des traders retail trader de cette manière et t'expliquer qu'ils tradent comme les banques ou comme tu peux voir un trader en banque, en fonds d'investissement, en hedge fund, ne regarde clairement pas la même chose. Premièrement, pose-toi des questions. Mais la grosse différence entre les deux, donc un trader retail du net et un trader institutionnel, c'est que le trader institutionnel, lui, ne regarde pas juste des graphiques pour deviner la direction. Non, ce qu'il fait, c'est qu'il regarde de la data. Il regarde des données fondamentales en temps réel. Et à la limite, il a un écran pour ses exécutions, pour voir les prix et donc avoir des graphiques. Et c'est exactement la même chose que ce que tu vois derrière moi. Ce que je regarde, ce qui me fait prendre une position, ce sont des données économiques réelles. Les graphiques, bien sûr, j'en ai. Bien sûr, il faut que j'ai des exécutions. Mais ce n'est pas ça qui va me donner la direction. Donc là, j'espère que tu vois bien la différence entre les traders du net et les traders institutionnels qui sont, eux, rentables. Donc, les professionnels de la finance, les traders professionnels, utilisent la macroéconomie et l'analyse fondamentale. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fait d'analyser des données économiques, les politiques monétaires, la géopolitique et les cycles économiques pour comprendre ce qui influence réellement le marché, au lieu de simplement regarder des graphiques pour essayer de deviner la direction et essayer de dessiner des formes géométriques pour voir où va aller le prix par la suite. Et on l'a déjà vu ensemble dans l'épisode 1, l'analyse technique seule n'a aucun pouvoir prédictif. Et au bout du compte, dans ce métier, étudier l'économie, ça semble complètement logique. Le trading est un métier de la finance. Mais l'illusion du trading retail poussé par majoritairement les brokers te l'a fait complètement oublier. Combien de personnes se lancent dans le trading, littéralement 90-95% des traders retail, et ne s'intéressent jamais à la finance, à la macroéconomie, à la géopolitique et à l'économie réelle. Pour eux, c'est littéralement un jeu de géométrie. Mais j'espère que tu comprends qu'il n'y a aucun sens. Maintenant, la manière dont je veux que tu vois l'analyse macroéconomique, l'analyse fondamentale, c'est comme le courant d'une rivière. Ok? Là, on a cette image et notre objectif en tant que trader, c'est arriver à spéculer sur où va aller la prochaine goutte d'eau, où va aller le prochain litre d'eau, d'accord? L'analyse fondamentale, l'analyse macroéconomique, ça va nous donner cette direction globale. Si tu veux, c'est la tendance de fond. C'est comme le courant de la rivière. Et évidemment, si on regarde bien, il y a des obstacles, d'accord? On a des cailloux, on a des turbulences, on va avoir des branches, etc. Mais l'analyse technique, c'est littéralement essayer de voir le placement de tous ces rochers et essayer de les relier pour calculer où est-ce que l'eau devrait aller.
d'accord? Mais comme je te dis, le courant est dans cette direction. Évidemment, si on a une pierre, l'eau va ruisseler autour et puis va revenir en bas et puis là va contourner cette pierre et puis va… Mais au moins, on a la direction de fond et c'est ce que nous donne la macroéconomie, d'accord? Encore une fois, imagine-toi juste essayer de te concentrer sur les pierres et essayer de deviner où va aller l'eau suivant le ricochet. Si tu ne sais pas d'où vient le courant, la plupart du temps, tu vas avoir tort et ce sera impossible pour toi à long terme de pouvoir prédire la direction de l'eau. Mais donc ce que font les traders professionnels, c'est prendre un pas de recul, analyser la situation globale pour pouvoir identifier justement ce courant et où va l'eau. Et après, ils sont bien évidemment capables de voir qu'il y a des cailloux et essayer justement d'utiliser ces cailloux pour avoir le bon timing pour rentrer sur la vague, si tu veux imaginer ça. Mais maintenant, si c'est si évident que les traders professionnels, c'est ce qu'ils utilisent, et comme je te dis, on a juste à regarder ce qu'ils regardent quand ils travaillent par rapport aux traders d'internet pour avoir la réponse. Mais si c'est si évident, alors pourquoi presque personne ne te parle de l'analyse macroéconomique et fondamentale en trading? Alors la première raison, c'est tout simplement parce que c'est difficile à marketer par rapport à l'analyse technique. L'analyse technique, c'est simple à comprendre, c'est sexy, c'est visuel, d'accord? Expliquer des concepts macroéconomiques, c'est un petit peu moins sexy, je te l'accorde. Maintenant, en plus de ça, je t'ai expliqué dans l'épisode 1 que l'industrie du trading retail ne veut pas le mettre en avant. Pourquoi? Parce que je te le rappelle, mais un broker gagne de l'argent sur tes spreads et sur tes commissions. Donc lui, est-ce qu'il veut que tu sois gagnant ou perdant? Au bout du compte, il en a rien à foutre. Tout ce qu'il veut, c'est que tu trades fréquemment et avec du volume. Sauf que à la suite de ça, ils se sont rendus compte que la plupart des traders retail étaient perdants. Donc au lieu de recevoir ton ordre d'achat et de transmettre cet ordre d'achat au marché réel, donc aux liquidity providers, ils se sont dit mais attends, est-ce que ce serait pas mieux finalement de recevoir l'ordre d'achat et nous on lui revend direct, donc on prend la contrepartie, ce qui est un business model complètement différent, ce qu'on appelle un business model B-Book, d'accord, où il n'y a plus de renvoi de tes ordres au marché réel. Et donc là, les brokers n'ont plus comme simple but juste de te faire trader beaucoup et souvent, mais aussi maintenant ils ont ta perte dans leur propre intérêt. Et l'analyse macroéconomique et fondamentale a tendance à t'amener à trader moins, mais mieux. Et ça, comme je te dis, ça ne fait pas d'argent pour les brokers. Maintenant, une autre raison pour laquelle presque personne ne parle d'analyse macroéconomique et fondamentale, c'est que tout simplement, ça demande de vraies connaissances et une vraie expertise dans le domaine. Tu ne peux pas te contenter de simplement recracher des concepts de base comme le font la majorité. Je suis désolé de le dire, mais 90% des traders qu'on voit sur Internet sont des coquilles vides. D'accord? Tout ce qu'ils proposent, c'est du réchauffé d'informations disponibles gratuitement, des informations basiques qui ne te permettront jamais d'être rentable. Maintenant, pour ma part, j'ai pu acquérir ces connaissances car, premièrement, j'ai commencé le trading en 2014, donc j'ai plus de 11 ans d'expérience. À travers ces 11 années d'expérience, je n'ai jamais rien fait d'autre, contrairement à beaucoup qui passent d'une mode à l'autre. À un moment donné, ils étaient dropshippers, puis ils étaient e-commerçants, puis ils ont fait du SMMA, puis ils ont fait du Amazon. Enfin bref, pour ma part, j'ai commencé trader, je suis toujours trader, je pense rester trader. Le trading, c'est ma passion. J'ai aussi pu suivre des études de finance dans une prestigieuse université à Londres. J'ai aussi pu travailler en fonds d'investissement à Londres pendant 2 ans et je suis aujourd'hui le portfolio manager principal du fonds Hewitt Capital Private Fund dans lequel je gère plusieurs millions de dollars. Donc ça fait des années que je gagne ma vie grâce à mon trading et ça même dans des années comme 2022 où le marché global s'est effondré de moins 20%. Donc tout ça pour te dire que mon approche est réelle, utilisée au quotidien et a fait ses preuves depuis des années. Alors maintenant que tu comprends pourquoi les traders professionnels utilisent l'analyse macroéconomique, que tu comprends aussi pourquoi elle est systématiquement écartée du trading retail, on va enfin pouvoir rentrer dans le concret et te montrer ma méthodologie personnelle que j'utilise au quotidien et je vais bourrer cette vidéo de valeur, donc reste bien attentif. Alors, la première étape, c'est d'identifier le thème sous-jacent du marché. Ce que je veux dire par là, c'est que en finance, sur les marchés financiers, on a de manière générale 8 drivers différents qui impactent les marchés. Et je veux que tu les vois comme des engrenages. Et pas juste des engrenages simples, mais c'est-à-dire des engrenages qui ont potentiellement un moteur. Et ce moteur va varier dépendamment du thème sous-jacent du marché. Donc tu vois, on a potentiellement le thème macroéconomique
thème macroéconomique qui va être par exemple les grands événements mondiaux comme la pandémie de Covid-19 ou la crise des marchés mondiaux, je pense notamment 2008 ou bien la bulle tech des années 2000. Donc ça peut être un thème macroéconomique qui va driver le marché plus que les autres. D'accord? On a le deuxième qui va être la politique monétaire. Donc la politique monétaire qui sont l'action des banques centrales, notamment la Fed, qui impacte les taux d'intérêt. Parfois, c'est le thème le plus important. On a ensuite les données économiques, d'accord? Données économiques qui, comme tu le sais, ce sont les indicateurs clés utilisés pour prévoir les changements de politique monétaire et anticiper la volatilité des marchés. Parfois, c'est plutôt la politique fiscale qui va primer. La politique fiscale va prendre une place plus importante dans le fait de driver les marchés. Politique fiscale qui est la politique budgétaire, si tu veux, donc les dépenses publiques et modifications fiscales qui influencent l'économie nationale et mondiale. On a aussi parfois les interconnexions de marché. Donc ce que j'appelle les interconnexions de marché, c'est tout simplement l'étude des interactions entre différentes classes d'actifs, d'accord? Et si on se concentre sur les interactions de marché, je veux aussi que tu le vois comme un système d'engrenage, d'accord? C'est-à-dire, certes, en tant que trader, tu peux te spécialiser sur un marché spécifique. C'est notamment ce que j'ai fait. Je suis spécialisé sur le marché FX, le marché d'échange. C'est celui qui m'intéresse le plus et c'est celui dans lequel j'ai le plus de connaissances, d'accord? Cependant, tu vois, c'est un engrenage. Et les marchés financiers marchent tous en quinconce. On va dire tous sont reliés l'un avec les autres. Donc, le mouvement du prix des obligations, donc du fixed income, va avoir un impact sur le forex, qui va avoir un impact sur les commodités, qui va avoir un impact sur les actions, d'accord? Mais tu es obligé d'avoir cette vision globale, même si tu veux trader un seul engrenage, d'accord? Si tu veux deviner la direction de cet engrenage, tu vas être obligé de regarder dans quelle direction vont les autres. Et là, je te montre un exemple réel, rapide, mais d'une position que j'avais pu prendre justement avec une relation, donc une interconnexion de marché entre le marché fixed income et le marché forex, ok? Cet exemple, c'était donc une position sur Aussie Kiwi. Donc, comme tu peux voir ici avec les bougies, on a l'évolution de Aussie Kiwi, donc dollar australien contre dollar néo-zélandais. Et ce que tu vois au-dessus, d'accord, cette petite ligne, c'est ce ticker. Donc, c'est-à-dire, c'est le rendement des obligations australiennes sur 10 ans moins le rendement des obligations de la Nouvelle-Zélande sur 10 ans. Donc, c'est ce qu'on appelle le yield spread, d'accord? En regardant ce yield spread, avec cette chute de Aussie Kiwi, j'ai pu voir que Aussie Kiwi était probablement sous-évalué si on étudie les interconnexions de marché, d'accord? Et donc de là, tu vois, si on regarde juste l'analyse technique, on avait cette trendline, on a eu un break, on a eu un retest, beaucoup de personnes, beaucoup de retail. À ce moment-là, je chercherais à vendre. Pour ma part, rien qu'avec ce yield spread, j'étais plutôt intéressé à acheter Aussie Kiwi et j'avais aussi d'autres raisons, notamment la surperformance de l'inflation australienne par rapport à celle néo-zélandaise et aussi une augmentation du taux de chômage plus important en Nouvelle-Zélande par rapport à celui de l'Australie. Mais là, on s'éloigne un petit peu. Mais bref, c'est juste pour te montrer ma position. Si on zoome sur ce petit graphique, on peut voir, il est juste ici et j'avais pu exécuter mes positions avec une première exécution ici, deuxième exécution ici, une sortie là, une sortie là, une sortie là. Je ne vais pas rentrer dans toutes les explications, mais c'est juste pour te montrer que ça, c'était par exemple une position que j'avais pu prendre de par les interconnexions de marché qui, comme je t'ai expliqué, peut être un des engrenages qui drive tout le marché à un moment spécifique. Donc bref, on a ça. On a aussi le thème géopolitique. Donc géopolitique qui va tout simplement être tous les conflits, les guerres, les accords commerciaux, les guerres commerciales, d'accord, qui vont venir impacter les marchés. Parfois, et notamment récemment, c'est littéralement tout ce qui drivait les marchés, d'accord? À ce moment-là, j'ai envie de dire, la rhétorique de la politique monétaire, presque on s'en fout parce que la géopolitique, c'est littéralement ce qui drive les marchés en ce moment T, d'accord? On a ensuite le price action et le flux, donc le positionnement institutionnel, les retail, les niveaux clés, les conditions de surachat ou de survente, la volatilité, d'accord? Parfois, c'est ce qui drive les marchés et parfois, ça va tout simplement être l'offre et la demande. Quand je dis offre et la demande, je ne parle pas de support résistance, mais littéralement l'offre et la demande pour un certain asset. Ça a plus d'impact généralement sur les commodités, mais typiquement si la production de pétrole diminue, donc l'offre diminue, ça va avoir un impact évident sur le prix. Mais donc pour comprendre ce thème sous-jacent dans lequel on est, il faut être capable d'identifier quel est le thème du marché actuel. Je vois beaucoup de personnes généralement me demander Elliot, c'est quoi les sites pour trouver l'analyse fondamentale ou trouver l'analyse macroéconomique? Mais il faut comprendre qu'il n'y a pas un site qui te donne l'analyse fondamentale, l'analyse macroéconomique. Sinon, encore une fois, les traders institutionnels, ils seraient juste en train de regarder un site, d'accord? Comme tu peux voir, qu'est-ce qu'ils sont en train de regarder? Ils sont en train de regarder de la data,
ok? Et 75% de ce qui fait bouger le marché vient de manière directe ou indirecte des données économiques. Mais évidemment, il faut comprendre leur utilité, leur impact et leur temporalité. Ça, on y reviendra plus tard dans la vidéo. Mais donc, toutes ces données économiques peuvent parfois paraître un petit peu imbuvables. Par exemple, juste ici, je t'ai mis juste les données économiques les plus importantes aux États-Unis et ça pendant une période de 1 mois. Et donc, tu vois qu'il y en a plein, elles sont toutes différentes et on se dit, putain, ouais, mais s'il faut savoir tout ça, etc., ça peut être compliqué. Mais les données économiques, de manière générale, elles peuvent être regroupées, si tu veux, dans 2 grandes catégories distinctes qui vont déjà simplifier la chose. Ces 2 catégories, c'est toutes les données économiques qui vont toucher à la croissance, comme l'emploi, le PIB, les ventes, la production, etc. Et toutes les données économiques qui, elles, cette fois-ci, vont couvrir ce qui est en rapport avec l'inflation, avec les prix. Donc typiquement le CPI, le PPI, les salaires, le prix des matières premières, d'accord? Et cette intersection qu'il y a entre les deux, on pourrait appeler un petit peu des données qui sont hybrides, ou du moins des données que les banques centrales regardent pour ajuster les taux et la liquidité sur les marchés, donc tout ce qui est en rapport avec la politique monétaire. Si on le voit de cette manière, tout de suite, chaque donnée économique va être bien plus claire et on sait sur quelle partie de l'économie elle nous donne réellement des informations. Donc si on retourne voir notre exemple, on voit les retail sales, ça va être croissance, ça va être politique monétaire, le PIB, ça va être croissance, unemployment claim, ça va être croissance, PPI, ça va être inflation, CPI, ça va être inflation, PMI, ça va être croissance, mais il y a des sous-catégories dans les PMI, dont certains, comme les prices paid, qui eux vont nous donner des informations plus sur l'inflation. Mais c'est donc grâce à une compréhension profonde des données économiques que tu peux comprendre le thème macroéconomique sous-jacent dans lequel on est, ainsi que identifier le cycle économique dans lequel on est. Et des cycles économiques, pour le simplifier, généralement, on en a 4. Des phases d'expansion, de reflation, de déflation et de stagflation. D'accord? Donc les phases d'expansion, quand on a une croissance, donc toutes les données économiques sur la croissance nous montrent une croissance qui est forte, une inflation qui potentiellement est en légère baisse et un taux de chômage, lui, qui est en baisse. Donc c'est typiquement les années 90 pendant les US. On a ensuite les périodes de reflation où là on a toujours une croissance qui est forte, mais cette fois-ci une inflation aussi qui est forte et un taux de chômage qui est en baisse. Donc ça typiquement c'est la sortie de crise des subprimes entre 2009 et 2011. Ensuite, on a les périodes de déflation. Donc déflation, stagflation, on va dire que c'est un peu les pires cycles économiques si tu veux. Les périodes de déflation qui vont être avec une croissance qui n'est pas terrible, mais une croissance qui est vraiment molle, disons. Une inflation qui est vraiment en baisse et un taux de chômage qui a tendance à être en hausse. Donc ça, c'est typiquement la situation du Japon dans les années 90. C'est ce qu'on appelle la décennie perdue au Japon, ok? Là, je te l'ai mis, mais donc juste ici, je t'ai mis le taux de chômage en violet. Ici, je t'ai mis l'inflation en cette couleur, en rose, et en orange, je t'ai mis le GDP, donc le PIB, si tu veux, pour voir la croissance d'une manière assez visuelle et très simpliste. Okay, et si on prend justement les années 90, qu'est-ce qu'on voit? On voit cette croissance au Japon qui a été molle, on a vu cette inflation au Japon qui a drastiquement chuté et on voit le taux de chômage, lui, qui a explosé. Okay, donc exactement cette situation de déflation. Puis on a le pire des pires qui est les situations, les cycles de stagflation où on a une croissance qui est en chute libre, une inflation qui augmente et un taux de chômage qui augmente aussi. Donc ça, typiquement, c'est caractérisé par les années 70 avec le choc pétrolier aux États-Unis. Donc j'espère que tu comprends l'importance de ces données économiques afin d'anticiper justement les grandes tendances de monnaie, d'indices, etc. Maintenant, une des raisons pour lesquelles on essaye vraiment d'identifier ce thème sous-jacent des marchés, c'est parce que je veux que tu comprennes une chose sur le fonctionnement des marchés qui est que les marchés suivent ce qu'on appelle un discounting mechanism. Donc c'est-à-dire que le prix actuel d'un actif généralement ne correspond pas à sa situation actuelle, disons, mais plutôt correspond aux attentes futures de valeur que les gens pensent que cet actif va avoir. C'est ce qu'on appelle donc un discounting mechanism ou forward-looking mechanism. D'accord? Donc pour simplifier ça, si j'essaye de t'expliquer ce concept avec le marché des montres, d'accord? Disons que tu aimes bien les montres et Rolex a un modèle iconique qui s'appelle la Rolex Day-Date Président qui est ce modèle exact. Très bien. Maintenant, disons que Rolex, il y a des rumeurs, il y a des fuites, comme quoi dans 3 mois, Rolex va arrêter complètement la production de ce modèle spécifique. Donc évidemment, tout le monde va se dire « Attends, mais waouh, cette montre va devenir iconique et surtout, l'offre va être réduite. » Donc évidemment, le prix va augmenter, d'accord? Ça va devenir une pièce de collection, une pièce
à garder. Maintenant, ma question pour toi, c'est, encore une fois, c'est un exemple fictif, mais disons que dans 3 mois, ils annoncent la fin de la production de ce modèle. Est-ce que les prix des Rolex Day-Date vont augmenter dans 3 mois, au moment où ils l'annoncent, ou est-ce que les prix vont déjà commencer à augmenter maintenant parce que les gens vont pré-shot le truc et vont déjà commencer à acheter ces montres-là et se ruer sur ces montres-là parce qu'on a entendu que dans 3 mois, ils allaient annoncer la fin de la production. Évidemment qu'ils ne vont pas attendre. Ils vont tout de suite acheter la montre. Et donc le prix de la montre, lui, va tout de suite augmenter et donc va refléter les attentes futures et non pas la situation actuelle. Et si on regarde notamment la période de 2021-2022, on peut vraiment s'en rendre compte si on compare les US 10-year yields et les taux d'intérêt aux États-Unis. Donc les US 10-year yields qui sont le rendement des obligations gouvernementales américaines à 10 ans, d'accord, qui ont tendance à suivre les taux d'intérêt. Je ne vais pas dire ça la même chose, mais il y en a un, les taux d'intérêt, donc que tu vois ici en bleu, c'est fixed, donc c'est mis en place, c'est décidé par la Banque centrale, donc aux États-Unis, la Federal Reserve, et les rendements des obligations américaines, lui, c'est quelque chose qui peut être tradé. D'accord? Donc, va y avoir de la volatilité et surtout, va y avoir ce forward-looking mechanism parce que vu que c'est un actif qui est tradé, c'est un actif qui va réagir et qui, comme je te dis, réagit par rapport aux attentes futures. Mais donc, ce qu'on voit ici, c'est que les taux d'intérêt aux États-Unis ont augmenté, on plateau à partir de 2019 et à partir de la crise Covid, les taux sont retombés à 0. D'accord? Et pendant une longue période, les taux étaient à 0 et la planche à billets était en train d'imprimer des billets pour stimuler une économie qui était mourante avec la crise sanitaire, d'accord? Cependant, le problème avec cette période, donc entre 2020 et 2022, c'est que le fait de stimuler cette économie, mettre les taux d'intérêt aussi bas, ça a fait exploser l'inflation, d'accord? On le voit juste ici. Et donc, tu peux voir que pendant cette période, l'inflation, elle, est partie à la hausse parce qu'il y avait trop d'argent en circulation dans le système financier. Donc, qui dit une inflation qui part à la hausse, dit évidemment que la Banque centrale, la Fed, va devoir la contrôler en rehaussant ses taux d'intérêt. Donc, pendant cette période, ça se savait que la Fed allait devoir rehausser ses taux d'intérêt et ça se voyait que l'inflation était en train de prendre une place trop importante. Donc, qu'est-ce qu'il s'est passé? Les US 10-year yields, qui ont tendance à suivre les taux d'intérêt, eux, n'ont pas attendu les premières hausses de taux d'intérêt en 2022 pour prendre de la valeur, d'accord? Non, tu peux voir que ça a commencé bien avant. À partir d'avant, les gens ont déjà pré-shot le fait que les taux allaient augmenter. Okay? Et c'est exactement la même chose à partir du moment où ils se sont calmés. Tu peux voir que les gens commencent déjà à faire baisser le rendement des obligations parce qu'ils pré-shot le fait qu'à partir de maintenant, les taux vont avoir plutôt tendance à baisser parce que cette fois-ci, l'inflation est revenue sous contrôle. Donc, c'est juste pour te montrer d'un point de vue juste visuel pour que tu comprennes l'impact de ce discounting mechanism. Donc, identifier le thème sous-jacent du marché et comprendre ce forward-looking mechanism nous permet de savoir déjà dans le marché, premièrement, la direction, d'accord? Rappelle-toi ce courant. Ça nous permet d'avoir la direction globale, mais surtout de savoir ce qui est attendu, d'accord? Ce qui est déjà priced in dans le prix. Maintenant, on arrive à la deuxième étape. Dans cette deuxième étape, ce qu'on va essayer de chercher, c'est quel événement, quelle donnée pourrait offrir une potentielle surprise, d'accord? On cherche une surprise qui viendrait remettre en question le thème sous-jacent qu'on a pu identifier. Et c'est important de savoir, dans cette situation-là, quoi surveiller selon le thème sous-jacent du moment. Par exemple, les données économiques n'ont pas la même importance selon le thème sous-jacent, le thème macroéconomique du moment. Il faut comprendre que les données économiques n'ont pas toutes la même importance, alors déjà en termes de données que ça nous donne, mais aussi en termes d'importance par rapport à la situation actuelle. Si on revient sur notre exemple de 2021 et 2022, tout le thème à cette époque, c'était l'augmentation des taux de la Fed en 2022, qui avait d'ailleurs causé un mouvement négatif sur les actions, parce qu'une augmentation des taux d'intérêt, ça veut dire qu'on calme une économie. Au lieu de la stimuler, on va la refroidir, d'accord? Mais cependant, le dollar devient plus intéressant. Donc bref, à cette époque, à ce moment-là précis, le thème macroéconomique sous-jacent le plus important, c'était tout ce qu'il y avait à voir avec l'inflation, d'accord? Donc pendant cette période, toutes les données qui avaient en rapport avec l'inflation étaient les données les plus importantes. J'ai envie de te dire, à ce moment-là, la confiance des consommateurs, par exemple,
pas on s'en fout, mais c'est pas vraiment le plus important. Et ce qui viendrait vraiment surprendre le marché, ça serait une inflation qui sort complètement en dehors du consensus. Là était la donnée la plus importante. Toutes les données économiques ne se valent pas suivant le thème sous-jacent et leur importance dépend aussi de leur temporalité. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on regarde les données économiques, toutes les données économiques ne réagissent pas à l'économie réelle en même temps. Okay? On a des données économiques qui vont nous montrer des signes avant-gardistes. Donc, ce sont des données économiques qu'on appelle avancées. Donc, on a notamment les PMI, les building permits, la confiance des consommateurs, même le stock market en lui-même, d'accord? Ce sont des données qui ont tendance à précéder l'économie réelle et donc potentiellement nous donner des signes avant-gardistes. Puis, on a les données économiques qui, elles, on dit, sont coïncidentes. Donc, ça va généralement être le PIB, la production industrielle, les personal incomes, les retail sales, d'accord? Qui sont des données qui vont avoir tendance à nous montrer une image, à bouger en même temps que l'économie réelle. Et puis après, on a des données économiques qui ont tendance à être en retard, d'accord? Donc ce qu'on appelle lagging indicators. Et là, généralement, ça va être le taux de chômage, le labor cost, les business loans outstanding. Mais donc, à premier abord, on peut se dire, bon, alors pourquoi s'intéresser aux coïncidents et à ceux qui arrivent en retard si on a des données qui sont avancées et qui peuvent nous donner des signaux avant même que l'économie réelle commence à ressentir l'impact? La raison, c'est que tu peux l'imaginer, on n'a rien sans rien. Les données économiques avancées ont tendance à avoir bien plus de bruit, bien plus de volatilité et donc bien plus de faux signaux, d'accord? Là, je t'ai fait la version théorique simplifiée. Ça, c'est la version sur les marchés réels, d'accord? On voit les indicateurs avancés qui, certes, par exemple, ici, on a un renversement. On peut voir, ce sont les indicateurs avancés qui vont nous montrer ces premiers signes de renversement haussier, suivis par les indicateurs, les données économiques coïncidentes, qui elles vont venir un petit peu après, mais avec un petit peu plus de certitude. Et c'est seulement les données économiques en retard, donc les lagging data, qui vont venir vraiment confirmer une certaine rhétorique ou vraiment confirmer un certain mouvement. Mais donc, toutes ces données économiques, il faut les comprendre, il faut comprendre leur temporalité, comprendre lesquelles sont réellement importantes par rapport au thème sous-jacent dans lequel on est, et il faut les utiliser ensemble. Mais donc, dans cette deuxième partie, comme tu sais, on cherche une surprise, quelque chose qui viendrait surprendre le marché. Donc pour ça, on va potentiellement s'intéresser à une donnée économique spécifique. Disons qu'on est dans une situation où les données CPI sont vraiment celles qui pourraient venir surprendre le marché. Donc ici, on regarde les chiffres d'inflation et le CPI, à voir ce qui pourrait venir surprendre le marché. Mais en institution, on ne se contente pas de simplement regarder le forecast, donc les attentes. Okay, donc là, on est sur Forex Factory par exemple, qui est quelque chose qui est utilisé par la plupart des traders particuliers. Et on voit forecast, d'accord, c'est les attentes. Les attentes ici sont à 2,9. Cependant, ce qu'on fait en institution, c'est qu'on n'étudie pas juste le forecast, l'attente, mais on étudie le range de ces attentes, le range des attentes des économistes, des analystes, des différentes banques, d'accord? Pour vraiment voir ce qui pourrait réellement surprendre le marché, d'accord? Si on voit ici, tu peux imaginer, quand on fait un poll et qu'on demande à tous les analystes, des économistes et différentes banques ce à quoi ils s'attendent comme données économiques, et d'ailleurs, je ne sais pas si tu t'es déjà demandé, mais le forecast, les attentes qu'on voit ici, les analystes et économistes qui nous donnent leurs attentes, ils le font de par leur compréhension de l'analyse macroéconomique est fondamentale. Encore une fois, ils ne dessinent pas des triangles pour sortir ces chiffres et avoir ces attentes, d'accord? Mais bref, tu peux imaginer qu'ils ne sont pas tous d'accord. Et en étudiant le range de ces attentes, on peut voir justement, comme tu peux voir ici par exemple, qu'on s'attend. Certains analystes s'attendent à 3%, d'autres à 3,1%, d'autres à 3,2%, d'autres à 3,4%, mais la majorité s'attend à 3,1%, d'accord? L'autre majorité s'attend à 3,0%. Donc, on va dire l'attente réelle est de 3,09, mais tu peux voir que le range, c'est entre 3 et 3,4. Donc, même si on sortait à, disons, 3,2, alors oui, c'est au-dessus des attentes, mais cependant, ça ne va pas non plus choquer le marché parce qu'il y a des acteurs du marché qui s'y attendaient. Donc ça, c'est par exemple le calendrier que j'utilise et tu peux voir, j'ai pas juste le forecast, j'ai le forecast, mais j'ai aussi le minimum et j'ai aussi le maximum. Donc là, au lieu de juste avoir le forecast qui est à 2,9 pour le CPI annuel, le CPI annuel ici, je sais que les attentes, c'est entre 2,7 minimum et 3% maximum avec la médiane du forecast qui est à 2,9. Mais donc là, je sais que si on sort à 3%,
Alors oui, on est au-dessus des attentes, mais on va dire ça restait dans le range des attentes, ça va pas non plus surprendre le marché. Alors que si on sort à 3.2, là ça vient vraiment changer la donne. Et c'est quand on a ce genre de surprise qui arrive qu'on a ce qu'on appelle des misprices, où le prix devient, si tu veux, erroné et prend un certain temps pour revenir à sa nouvelle valeur intrinsèque. Maintenant, la durée et la puissance de ce mouvement, de cette réaction, tu peux imaginer, va évidemment dépendre de la surprise. Donc comme je t'ai dit, si là on s'attend à max 3% et on sort à 3,9%, bon là la surprise est totale, est énorme et la réaction va être très forte parce que très probablement elle change le thème sous-jacent, elle cause réellement un changement long terme, c'est ce qu'on verra dans la troisième étape, mais ça dépend aussi de si cette surprise était une surprise macroéconomique, j'ai envie de dire, qui était prévue ou qui était imprévue. Quand je dis une donnée économique qui vient surprendre, qui était prévue, c'est par exemple, tu vois, ici les chiffres du CPI sont attendus à 8h30 du matin, ici avec l'heure de Panama. Et donc à 8h30, tout le monde est devant ses écrans, tout le monde sait qu'il y a les chiffres de l'inflation qui sortent. Cependant, il peut y avoir des nouvelles données économiques, si tu veux, qui ne sont pas prévues. Très souvent, ça va être des changements géopolitiques ou bien des commentaires de banque centrale ou de président ou des choses comme ça. Et donc là, comme tu peux voir, ce qu'on fait, c'est qu'on a accès à un real-time newsfeed, donc pour avoir les news, les informations en temps réel. Et donc là, par exemple, tu peux voir qu'à 9h38, le président Trump a annoncé quelque chose de surprenant. Trump a dit qu'il allait imposer un deuxième tarif aux pays du Venezuela et tout pays qui achète du pétrole ou du gaz naturel au Venezuela qui sera obligé de payer un tarif de 25% supplémentaire aux États-Unis et ça sur n'importe quel trade, d'accord? Ça, c'est quelque chose qui va venir impacter le marché, mais qui n'était pas prévu. Donc, on utilise les real-time newsfeed et on utilise aussi des services tels que des radios financières qui sont en live où en gros, on te crie littéralement les informations directement dès qu'elles arrivent et tu fais partie des premières personnes à avoir ces informations. C'est notamment ce qu'on avait quand j'étais en fonds d'investissement. Alors, au passage, le logiciel, mais que je te montre depuis tout à l'heure, c'est un logiciel dont je fais partie de l'équipe de conception depuis 2 ans maintenant qui te donne accès à beaucoup d'outils professionnels dont le range des attentes dont on a parlé, le real-time newsfeed, la radio financière. Bref, je te mettrai le lien en description, mais pour le moment, reste concentré parce qu'on arrive maintenant à la troisième étape. Une surprise macroéconomique cause toujours une réaction, mais il faut savoir si cette surprise remet en cause le thème sous-jacent et donc cause un changement durable et long terme. Donc si on illustre ce principe, on a potentiellement l'évolution du prix, on connaît le thème sous-jacent qui disons est probablement haussier, d'accord? Et c'est donc pour ça que la paire Forex ou la commodité ou l'obligation, peu importe, est en tendance haussière. Et à partir d'ici, on a une surprise, d'accord? Qu'elle soit bonne ou mauvaise. Et potentiellement, elle est mauvaise, d'accord? Donc le prix va évidemment réagir, on va voir une chute du prix. Mais maintenant, la question, c'est est-ce que cette surprise vient vraiment changer le thème sous-jacent ou pas? Parce qu'il se peut que cette donnée économique-là, oui, a été négative, mais est-ce que ça change vraiment la direction long terme? Non. Et auquel cas, ce genre de mouvement baissier, c'est juste une opportunité pour pouvoir add-in et pour pouvoir racheter dans la direction du thème sous-jacent. Okay? Et puis parfois, à l'inverse, on a le thème sous-jacent et on a une donnée économique qui vient vraiment surprendre, qui cause une réaction initiale. Sauf qu'avec notre capacité d'analyse macroéconomique et fondamentale, on est capable d'identifier que cette surprise, cette donnée économique qui est sortie, remet en cause le thème sous-jacent actuel. Et auquel cas, ce qu'on va voir, c'est très probablement un renversement et une tendance qui s'inverse et qui repart à la baisse. Donc il faut être capable de comprendre et d'identifier si ce mouvement, cette réaction à cette surprise, c'est juste un coup de vent court terme et qui donc offre l'opportunité d'avoir un add-in dans le sens de la tendance, ou est-ce que cette surprise, c'est le début d'un retournement de situation complet? Et ça, l'analyse technique ne peut pas nous le dire. Ou bien faire ce que beaucoup de traders retail pensent et l'analyse macroéconomique et fondamentale qui est juste regarder quand est-ce qu'il y a des données économiques qui sortent et réagir si c'est positif ou négatif en n'ayant absolument aucune compréhension de la donnée économique en elle-même et qu'est-ce que ça veut dire, mais donc surtout si cette donnée économique vient vraiment faire un changement long terme et une nouvelle tendance inverse, ou alors si ça vient juste mettre un petit coup au moral et au final c'est plutôt une opportunité pour avoir un repricing futur. Pour t'illustrer ça, je vais te montrer un trade que j'ai pris le 3 octobre sur Europound à la suite d'un commentaire du gouverneur de la BOE, donc Bank of England, le gouverneur Andrew Bailey, qui nous a donné un commentaire qui était dovish, donc dovish qui veut dire qu'il a tendance à vouloir faire baisser les taux d'intérêt dans un environnement, dans un thème sous-jacent où
Bank of England était déjà dovish et donc la livre sterling était déjà plus ou moins dans une tendance de chute. D'accord? Ce qu'on voit juste ici, c'est la paire euro-pound. Okay, et ce qu'il s'est passé, comme tu peux voir, c'est qu'on a un spike, on a une augmentation du prix soudaine qui était, comme je te dis, ce commentaire soudain de Andrew Bailey, un commentaire qui était dovish. Donc comme je te dis, Bank of England était déjà dovish. On a eu un commentaire dovish de Bailey qui a causé une réaction forte de plus de 1% en seulement 5 heures. D'accord? Donc déjà, si on revient sur ce que je te disais par rapport aux données économiques qui sont prévues et celles qui ne sont pas prévues, une donnée économique qui n'est pas prévue a tendance à avoir un impact sur le marché qui est un peu plus long qu'une donnée économique qui est prévue. D'accord? Donc, l'exemple ici, avec le commentaire d'Andrew Bailey, tu peux voir qu'on a la réaction initiale. Ici, on est sur du graphique 5 minutes. On a la réaction initiale qui fait spike. D'accord? Mais tu peux voir que le mouvement total, donc ce mouvement-là, ok, lui a pris un total de 5 heures. Donc, premièrement, ça, c'est une opportunité, disons, que tu aurais pu saisir. Mais moi, l'opportunité que j'ai pu voir, en fait, c'est qu'en étudiant bien la situation, ce commentaire de Andrew Bailey, alors certes, vient surprendre le marché. Donc, comme je te dis, j'ai analysé mon thème sous-jacent. Il y a une surprise, oui. Mais maintenant, la question de la troisième étape, c'est est-ce que cette surprise remet vraiment en cause le thème sous-jacent? Ou alors, est-ce que ça ne change rien? D'accord? Et dans ce cas, ça ne changeait absolument rien, d'accord? Et notamment, une chose qu'on peut faire pour voir si ça cause réellement un changement long terme ou pas, c'est utiliser ce qu'on appelle les stir markets. Donc, les stir markets sont des marchés dérivés basés sur les taux d'intérêt à court terme, comme les swaps par exemple, qui sont généralement utilisés soit pour se couvrir, donc faire ce qu'on appelle du hedging, ou spéculer sur les décisions des banques centrales, mais aussi pour calculer les probabilités d'un changement de taux comme ici. Et donc notamment juste ici, on peut voir justement la probabilité des changements de taux par rapport au stir market, d'accord? Donc on peut voir que par exemple, la Federal Reserve est attendue à garder ses taux inchangés à 80% et potentiellement à cut ses taux d'intérêt qui est priced in à 20%. Et tu peux voir qu'il y a une semaine, la Fed était un tout petit peu plus hawkish qu'elle ne l'est actuellement parce que maintenant on s'attend à ce que les taux soient plus bas. Dans cette situation-là, le commentaire de Andrew Bailey ne changeait absolument rien au futur, ne changeait absolument rien aux attentes basées sur les stir markets. Donc comme je l'ai écrit juste ici, c'est une simple réaction court terme, mais sans aucun changement long terme, ce qu'on appelle donc un misprice. Parce que comme je dis, le fait que Euro-Pound spike, donc que la livre sterling chute et donc Euro-Pound prennent de la valeur, à la suite du commentaire de Bailey, je le comprends. Mais autant donc que ça fasse un spike de plus de 1% dans la journée, qui est en dehors de la volatilité générale pour Euro-Pound, qui est plutôt à 0,6 ou quelque chose comme ça. Dans ce cas-là, pour moi, avec mon analyse macroéconomique, je vois ici un misprice, d'accord? Un misprice, et donc le prix devrait revenir à sa réelle valeur incessamment sous peu. Et donc, je suis allé sur du 5 minutes pour exécuter ma position, tu vois, juste ici, avec un stop, avec mon target. Et ce que je veux trader, c'est juste une correction de ce mouvement qui, au bout du compte, ne change absolument rien au thème sous-jacent. Mon exécution sur du 5 minutes, beaucoup de traders retail vont me dire « Ah, mais ben voilà, regarde, tu vois que tu utilises l'analyse technique, c'est un épaule, tête-épaule, etc. » Mais la différence, c'est que l'idée de cette position n'avait rien à voir avec un épaule, tête-épaule. Cette figure, ce price action, j'ai envie de te dire, m'a permis d'avoir une exécution, d'avoir mon stop, de placer mon target. Mais l'idée ne vient pas du fait qu'il y a un épaule, tête-épaule. Et je peux te garantir que si sur Euro-Pound, sur un graphique de 5 minutes, je m'amusais à trader tous les épaules, tête-épaule que je voyais, bah devine quoi, je ne serais pas rentable. D'accord? Encore une fois, l'analyse technique ne permet pas de prévoir la direction. Dans ce cas-là, le price action me permet juste l'exécution et le placement de mon stop, mon target. Mais honnêtement, là n'est pas la complexité. Dans ce trade, l'idée, ce qui fait que cette position a été une position gagnante, c'est pas le price action, d'accord? C'est toute la compréhension, c'est toute l'idée qu'il y avait derrière. C'est la raison pour laquelle je suis rentable et ça de manière régulière tous les ans. Et donc c'est dans ces moments de misprice, donc misprice c'est quand le prix n'est pas bon si tu veux à court terme, ou ces périodes de repricing que les traders professionnels prennent leurs positions les plus puissantes. Et cet exemple te montre que l'application de l'analyse macroéconomique et fondamentale peut être fait sur du long terme, du moyen terme
et du court terme, contrairement à ce que beaucoup de personnes disent. Beaucoup vont dire « Oui, mais l'analyse fondamentale, ça sert que si tu fais du trading long terme. » Mais pas du tout. Tu peux voir ici que mon exécution était une exécution de 5 minutes. D'accord? Juste avec l'analyse macroéconomique et fondamentale, tu peux littéralement faire du scalp. Et comme je t'expliquais, c'est ce que les traders institutionnels / traders rentables utilisent. Et ça, que ça soit à court terme ou à long terme. Tous les fonds d'investissement n'investissent pas au long terme. D'accord? Il y en a qui utilisent des stratégies bien plus court terme. Mais encore une fois, il y a toujours cet élément financier, cet élément de macroéconomie et d'analyse fondamentale dedans. Mais tout ce qu'on vient de voir jusqu'ici, c'est la structure de base. Et pourtant, rien que comprendre ces concepts, ça te met déjà des années-lumière devant 95% des traders retail. Mais c'est seulement la première main. Parce que, je vais être honnête avec toi, si tu veux vraiment devenir un trader professionnel, un trader qui comprend ce qu'il fait, qui sait pourquoi il est en position et qui gagne vraiment sur les marchés, alors regarder des vidéos YouTube sur le sujet, malheureusement, ne sera pas suffisant. Tu as besoin des connaissances évidemment, mais surtout ce dont tu as besoin, c'est d'un cadre, d'une méthode complète et d'une vraie roadmap. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé le Macro Trader Accelerator, conçu pas comme une simple formation, mais comme un accélérateur de performance. Une immersion complète et réelle dans le vrai trading, pour ceux qui en ont marre des charlatans et qui veulent vraiment passer à un niveau professionnel, un niveau institutionnel. Le Macro Trader Accelerator regroupe absolument tout ce qui est nécessaire pour devenir un trader professionnel rentable. Et ça, que tu sois débutant, parce qu'on commence évidemment à partir de la base, ou bien que tu sois un trader avancé. Car, je suis désolé de te le dire, tu as probablement perdu des années à apprendre des stratégies qui ne t'emmèneront nulle part. Maintenant, quand je te dis qu'on couvre tout pour devenir un trader professionnel, c'est vraiment tout, littéralement, t'as pas idée. En passant évidemment par l'analyse macroéconomique et comportementale, qui, comme je t'ai expliqué, est la fondation de toute stratégie réelle, puis en mettant vraiment l'accent sur l'aspect psychologique, qui encore une fois est un gros point faible des traders particuliers. J'ai d'ailleurs fait intervenir un expert en gestion de stress pour cette partie, pour que tu aies, on va dire, deux façons de voir les choses différentes. Il y a aussi une partie entière sur le fait de lever des fonds pour ton trading, donc grâce à des leviers comme les prop firms qui te permettent de trader un capital important tout en gardant la majorité des profits. Et tout au long de cet accélérateur, tu peux voir toutes mes recherches, mes positions et mes idées de trade pour pouvoir voir réellement sur un marché live comment appliquer tous les concepts et méthodes que je t'enseigne et ne pas rester juste avec de la théorie. La mise en pratique en trading, c'est une des choses les plus importantes. Tu as aussi accès à tous mes templates de recherche, mes layouts, les outils que j'utilise au quotidien, mes propres fichiers Excel à télécharger. Et grâce à mon carnet d'adresses, j'ai aussi pu faire intervenir des figures emblématiques de la finance dans l'enceinte de cet accélérateur. Ça a été des années de conception et je peux te garantir que si tu souhaites réellement devenir un trader professionnel à proprement parler, cette vidéo devrait être ton déclic. Tu pourras enfin avoir confiance en tes analyses et trader de vraies idées macroéconomiques comme le font la plupart des grands gestionnaires de fonds et comme je le fais moi-même aussi pour la gestion de mon fonds. Et quelque chose que j'aime bien dire, c'est qu'on ne construit pas une réputation sur ce qu'on va faire, mais sur ce qu'on a déjà fait. Et c'est pour ça que je suis fier de dire que j'accumule plusieurs centaines d'avis 5 étoiles vérifiés sur Trustpilot avec une note globale de 4,9 sur 5. Et pour te dire, je suis tellement confiant dans mon enseignement et ce que je propose que j'offre une garantie satisfait ou remboursé sous 14 jours sans condition. Donc, sous cette vidéo, tu trouveras deux liens. Le premier pour découvrir tous les détails du Macro Trader Accelerator, chose que je te recommande grandement de checker car dans cette vidéo, j'ai littéralement juste gratté la surface de ce que ça offre. Et le deuxième lien, un lien pour parler avec un trader membre du MTA qui a suivi l'accélérateur et qui est aujourd'hui rentable en trading et qui a d'ailleurs pu s'expatrier. Donc tu pourras notamment discuter de ta situation avec lui pour voir si ta situation personnelle et tes objectifs sont en adéquation avec ce que je peux te proposer. Maintenant, je vais être brutalement honnête avec toi. À partir d'ici, je te recommande deux options. Soit grâce à cette série de vidéos, tu t'es rendu compte que le trading, c'est pas fait pour toi, ou peut-être juste que ça ne t'intéresse pas. Et dans ce cas, il n'y a aucun problème et je suis content. Je suis content parce que j'aurais fait mon taf de prévention en te montrant la réalité des choses et la réalité de ce domaine. Ou alors, tu veux passer au niveau supérieur et vraiment professionnaliser ton trading une bonne fois pour toutes. Mais la pire chose que tu puisses faire, crois-moi, c'est l'entre-les-deux. Littéralement te dire «
oh, je vais faire un petit peu de trading comme ça sur le côté avec des informations que je trouve à droite, à gauche, etc. La pire idée. Littéralement, tu vas perdre ton temps à le faire et en plus de ça, tu vas perdre ton argent. Donc, c'est la pire idée. Donc, soit tu te lances vraiment et tu as réellement des objectifs, soit tu te lances pas, mais fais pas un entre les deux. Donc, bref, je ne sais pas où tu en es actuellement dans ton trading, mais ce que je sais, c'est que si tu veux faire partie de la minorité des traders réellement gagnants, ton chemin commence ici. J'espère t'avoir partagé le maximum de valeur possible dans ce temps de vidéo limité. Et sur ce, j'espère te voir à l'intérieur du Macro Trader Accelerator.